Il a été béni avec le dieu dragon d'eau scellé en lui et a réveillé ses pouvoirs des années plus tard pour combattre le dieu de tous les dragons. Pendant très longtemps, l'archipel d'Ayaka a abrité à la fois des humains et des êtres spirituels. Alors que la plupart des esprits sont faibles et inoffensifs, certains d'entre eux ont un pouvoir divin. Et grâce à leur présence, l'île regorge toujours d'énergie naturelle appelée énergie Lelei. Les humains peuvent maîtriser l'énergie laïque pour lutter contre les mauvais esprits. Et le père de Yuko, Akoto, est le plus grand maître laïque de son temps. Cependant, un jour, un puissant être spirituel vivant à l'intérieur du volcan devient soudainement fou furieux, provoquant l'explosion du volcan. Tous les habitants des îles doivent évacuer, mais Makoto reste pour combattre le grand esprit, sacrifiant sa vie pour protéger son fils, Yuko, afin qu'il puisse accomplir son destin et devenir un jour le maître laïque le plus fort. 11 ans plus tard, Yuko est une solitaire émotionnellement détachée qui vit dans une famille d'accueil en ville depuis 10 ans. Le lendemain de sa cérémonie de remise de diplôme sur le continent, un fou nommé Sagawa Jingi, l'un des élèves de Makoto, vient à son école pour le récupérer, mais Yukito l'évite du mieux qu'il peut. Ne voulant pas abandonner, Jingi fait simplement ses bagages dans un sac magique et l'emmène sur la deuxième île d'Ayaka. Il rappelle à Yukito perplexe qu'il a vécu ici jusqu'à l'âge de 5 ans, mais Yuko se souvient à peine de son enfance. Bientôt, ils sont accueillis par Momoko, la propriétaire de la maison familiale de Yanagi, et Sanji, le maire de la ville d'Ayakashima et également le tuteur légal de Yuko. Momoko conduit tout le monde à la maison d'enfance de Yuko, où il voit une photo de son père, qu'il ne reconnaît même pas. Momoko lui dit que son père, Makoto, était un homme doté d'incroyables pouvoirs surnaturels, et tout le monde croit que Yuko a hérité des incroyables talents de son père. Yukito n'a aucune idée de tout cela, et il demande pourquoi diable il a été soudainement fourré dans un sac de voyage magique et tiré sur cette île après toutes ces années d'abandon en famille d'accueil, et le maire répond que c'était à cause de la volonté de son père. Dans le testament, Mikado avait mentionné que s'il mourait, le jeune Yukito serait envoyé sur le continent mais qu'il serait rappelé lorsqu'il serait grand. Bientôt Jingi lui montre sa chambre, mais soudain, une bulle de savon flotte à l'intérieur par sa fenêtre. Jenny lui dit qu'il s'agit d'un esprit inoffensif appelé Matama et Yuko. Vous les trouverez partout sur l'île. Puis Jingi demande pourquoi Yuko agit comme une gamine émo et ne se rapproche pas des gens qui l'entourent. Yuko répond que lorsqu'il était enfant, lui et les autres enfants du foyer d'accueil sont allés pique-niquer au bord de la rivière. Mais un enfant là-bas a commencé à être méchant avec lui. Cela fit réagir Yukim et bientôt l'eau commença à tourbillonner autour de lui, et avant qu'il ne puisse comprendre, la rivière avait attaqué l'enfant. Cela s'est reproduit plusieurs fois par la suite. Alors Yuko a commencé à garder ses distances avec les gens. Après avoir terminé son histoire de Saab, lorsque Yukio se retourne, il voit un Jingi ennuyé jouant à des jeux vidéo sur son téléphone. Alors, il quitte la maison en disant à Momoko qu'il sort pour se calmer. Yukio essaie de se calmer, mais soudain, une goutte de Matama, qui était juste derrière lui, tombe dans la rivière et se transforme en un monstre effrayant. Avant que le monstre ne puisse posséder le cerveau de Yanji, Jingi utilise sa magie et le sauve. Il dit à Yuko que l'inoffensif Matama peut se transformer en Ayam Matami une fois qu'il est attiré par l'aura sombre des gens qui l'entourent. Soudain, le monstre apparaît devant eux, mais Jimmy est prêt à saisir sa chance. Et avec une énorme explosion d'énergie magique, il détruit la Yamatami. Mais avant qu'il ne puisse finir de se vanter, le monstre ressemble à son corps et apparaît derrière Jingi. Cette fois, Jingi jette Yuko dans le ventre d'eau du monstre. Cela rend Yuka super fou, et bientôt sa colère se transforme en un pouvoir magique qui fait éclater le ventre de l'Amatami. Jingi, stupéfait, se rend compte que Yukio possède une force brute et utilise bientôt sa propre magie pour sceller le monstre. Jingi dit à un Yukio abasourdi qu'il a peur de ses propres pouvoirs et qu'il doit éviter de faire des choses folles avec eux. Il doit apprendre à les contrôler. Jingi lui propose de devenir son maître et soudain Yukito voit en lui une figure fraternelle qu'il a sauvée il y a 10 ans lorsque le volcan est entré en éruption sur Ayaka. Le lendemain, Jingi se réveille avec une gueule de bois brutale, comme s'il avait été renversé par un camion. Il trébuche dehors et voit Yanji qui est profondément concentré, essayant de contrôler son énergie.
Jingi lui dit de se concentrer davantage et de ressentir son énergie lélé. Mais Yuka lui lance un regard noir parce qu'il ne connaît absolument rien à l'énergie. Alors Jingi lui dit que l'énergie lélé est une puissance vitale qui coule au plus profond de la terre et qui envoie des vagues massives sous l'île d'Ayaka. Les maîtres laïcs, comme eux, puissent dans cette énergie pour garder le contrôle des choses. Alors, Jingi demande à Yuko de lui montrer le sort qu'il lui a appris l'autre jour. Mais Yukito finit par se ridiculiser en réussissant à s'éclabousser le visage avec de l'eau. Alors, Jingi démontre son sort, et bientôt, il crée une figure d'eau comme lui, et s'en vante auprès de Yanji. Puis, il part, et Yuko se rend compte que la personnalité de Jangi pourrait bien faire un scandale, mais il est certainement très fort. Après un certain temps, Yuka se retrouve au sanctuaire de Kassen, où deux humbles grognards nommés Shataro et Yako se battent pour savoir qui combattra l'actuel Araminus. Jangi leur arrache la demande d'emploi en disant qu'il entraînera Yuko avec. Plus tard, Jingi dit à Yuko que Yako et Shaturo ont son âge et qu'il peut être ami avec eux. Mais Yanji, qui ne s'est jamais fait d'amis, demande s'ils peuvent parler à quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses pouvoirs. Jingi répond qu'ils sont tous les deux des maîtres laïcs, donc ils ne seraient pas dérangés par lui. Puis Jingi lui dit que Cass et le sanctuaire gèrent tous les incidents liés à Matame sur l'île et que le prêtre en chef de ce sanctuaire, Karui Haruaki, est son aîné. La demande d'emploi que Jimmy a arrachée aux deux précédents concerne un Matami qui est récemment apparu près du canal, et si un Matami est corrompu, il devient un Aramatami causant des problèmes sur l'île. Soudain, un Aramatami apparaît de l'eau et Jingi demande à Yuko de s'en occuper seul. En disant cela, il s'enfuit et Yukito a failli se faire dessus parce que le stupide Jingi ne l'avait pas prévenu du monstre. Ils commencent à courir après Jingi et bientôt le monstre les attaque et ils tombent dans la rivière. Après avoir séché leurs vêtements, ils se cachent derrière une vallée pour observer la créature de loin. Mais bientôt, ils commencent à se disputer pour savoir qui combattra le monstre. L'agitation a poussé le monstre à les trouver et Jingi s'est à nouveau enfui comme un poulet. Mais le monstre commence à le suivre. Alors Yuko chante son sort et bientôt une vague d'eau frappe le monstre, le faisant tomber au sol. Cela donne à Jingi une chance d'activer sa propre énergie yin-yang et bientôt, il pique l'œil du monstre avec sa magie et le brise en morceaux. Après un certain temps, le monstre se transforme en une silhouette aquatique et Yakita lui rappelle qu'il était près du canal la nuit dernière, en train de boire et de faire la fête avec ses amis. Ainsi, l'Ayamatami doit être né après avoir absorbé l'humidité environnante et est devenu un énorme monstre. Bientôt, la silhouette aquatique se transforme à nouveau en Ayamatami, et Yako se rend compte que le monstre continue de suivre Jingi parce qu'il a été créé par lui la nuit dernière. Le monstre commence à attaquer Jingi et avant que Yuko ne puisse activer son sort, maître Karuma du sanctuaire de Kessin chante son sort et détruit l'Ayamatami. Karuma dit à Jim que c'est à cause de ses actions imprudentes et de sa consommation d'alcool sans fin qu'il a donné naissance au monstre. Karuma prend Jinji dans ses bras et le fait tournoyer, disant qu'il a beaucoup grandi. Karuma se présente et lui dit qu'il a étudié directement sous la direction de son père. Plus tard, Karuma se rend chez Yukito et raconte à Lady Momoko les récents agissements de Jingi et les informe qu'il nettoie désormais la rivière dans le cadre de sa punition. Puis, sur la table du dîner, Karumo regarde affectueusement Yuko et lui dit qu'il n'a pas beaucoup changé. Yuko, troublé, le complimente pour ses magnifiques sorts, et Karuma l'informe que les Aramatami se livrent à des saccages violents parce qu'ils souffrent. C'est donc le travail des maîtres lits de les pacifier afin qu'ils puissent coexister ensemble en tant que voisins. Le lendemain, Jingi emmène Yuko faire un tour dans un train aquatique qui roule sur l'eau. En voyant ces chemins de fer fascinants, Yuko saute comme un enfant, et Jingi lui dit qu'il est exactement comme il y a 10 ans lorsqu'ils faisaient un tour ensemble dans ce train. Jingi lui dit qu'à cet endroit, les gens voyagent entre les îles en utilisant ce train. Bientôt, ils atteignent la première île, qui a étrangement beaucoup de bâtiments, et Jingi lui dit que la première île est beaucoup plus urbaine que la deuxième île, et qu'ils ont même des passenos, des salons et des casinos. Yukio demande si ce train fonctionne également grâce à la maîtrise laïque. Jingi lui dit alors que les voies ont été posées grâce au pouvoir magique de la jambe, que le train fonctionne au diesel et qu'il n'y a qu'une seule ligne. Plus tard,
Ils atteignent la maison du maire, où le vieux maire joyeux demande si Yuko se sent étrange sur ces îles, puisqu'il a grandi sur le continent. Il demande à Yuko de ne pas précipiter les choses et de s'habituer à vivre en paix dans cet endroit. Jingi demande au vieil homme de ne pas trop s'inquiéter et de ne pas ruiner sa santé car il prend déjà bien soin de Yuko. En entendant cela, le maire répond que le fait que Jingi s'occupe de Yuko soit sa plus grande source de préoccupation. Bientôt, Yuko lui dit qu'il s'est amusé en venant sur la première île du paquebot. Le maire demande alors à Jingi de montrer à Yuko la première île, devenue un lieu touristique célèbre. Mais Jingi n'est pas très content d'être le guide touristique de Yuko car il est venu s'amuser dans les casinos et les salles de pachinko. Mais néanmoins, il accepte de faire visiter les environs à Yuko, sans se promener sur l'île, qui compte de nombreux stands et beaucoup de monde. Jingi lui dit que de nos jours, la première île est un centre de gastronomie et de musique, mais soudain, il disparaît. Lorsque Yuko regarde autour de lui, il voit un Jingi se battre avec un vieil homme au stand de viande de barbecue. Lorsque Yuko court voir ce qui se passe, Jingi se plaint auprès de lui que le vieux con ne veut pas lui donner son morceau de viande préféré. Le vieux essaie de le raisonner en lui disant que son morceau de viande préféré est terminé parce qu'un client a déjà commandé le dernier. Mais Jingi continue de se disputer avec lui, alors Yuko intervient et achète un tas de brochettes pour mettre fin à la dispute parce qu'il sait que Jingi est une tête épaisse. Après avoir mangé, ils recommencent à tourner, mais Jingi semble être de mauvaise humeur. Jingi boude parce que cet endroit vend les meilleures cuisses grillées et il va se plaindre à son ami Make des mauvais traitements sur la première île. En entendant cela, Yuko se rend compte que Jingi a vraiment beaucoup d'amis partout dans cet endroit. Soudain, Yuko est distraite par un artiste de rue et Jingi disparaît à nouveau. Yuko essaie de le retrouver, mais soudain, il voit que le ballon de l'artiste de rue s'est transformé en quelque chose de sinistre. Avant que le Joker confus ne puisse toucher le ballon, Yuko saute sur lui et le sauve du ballon d'Amitami. Bientôt, les gens commencent à courir de peur et Yuko se rend compte que sans l'aide de Jingi, il devrait s'occuper seul du Mitami. Il se calme en disant que cet Amitami est plus petit que ceux qu'il a vus auparavant, il peut donc le pacifier. Il chante son sort, mais Light devient fou et jette du feu sur Yukito. Mais avant qu'il ne puisse le toucher, une tête rouge parvient à tirer sur le Mitami. Yuko se rend compte que quelque chose ne va pas dans la façon dont cet homme essaie d'apaiser le monstre. Soudain, il remarque une arme dans sa main. L'étrange tête rouge le regarde alors et lui demande s'il est le célèbre Yuko, et Yuko est surprise que le garçon effrayant le sache déjà. Après un certain temps, le rouquin se présente comme Uki, et Yuko se rappelle que le maire Momoko lui a parlé d'Ibuki. Ibuki dit à Yuko qu'il ressemble à une crevette et qu'il ressemble à peine à son grand maître Makoto. Il apprend qu'Ibuki a étudié avec son père il y a 10 ans et qu'il utilise désormais des balles magiques spéciales pour contrôler l'Armatami. Après avoir marché un certain temps, ils arrivent devant un immense bâtiment et je l'emmène dans un bureau nommé Ga. C'est là qu'il travaille maintenant. Dès que Yuko entre, il tombe sur un immense bar luxueux et il voit de manière inattendue Jingi qui est habillé en barman. Un Yukio en colère demande où diable était Jingi pendant tout ce temps et il répond avec désinvolture qu'il est venu se plaindre à Maki, mais qu'il est parti pour travailler, alors il a décidé de rester ici et de remplir son ventre toujours vide. Yukio le fusille du regard en disant que cela signifie clairement que Jingi n'a fait aucun effort pour le chercher et qu'à cause de lui, il a eu des ennuis avec un aromati dans la rue. Tsunuki intervient et offre une boisson à Yuko et demande à Jingi de lui en préparer une également. Jingi apprend d'eux qu'un aromatami est apparu dans la zone touristique et Ibuki répond que cela se produit récemment. Puis Yuko demande curieusement à Ibuki quelle technique il utilise pour apaiser le matami, car il a remarqué que sa technique est très différente de celle de Jingi et Kurama. Il ajoute que lorsque Kurama a utilisé son sort, le matami semble si heureux d'être restauré. Mais à l'instant où j'ai utilisé son arme, Yuko ne pouvait plus sentir la présence d'Aramatami. Cela rend Ibuki un peu frustré et il répond qu'il tue les matami et ne les apaise pas. Il explique que son maître Makoto avait pour habitude de pacifier Minimus en les purifiant et en les ramenant à l'énergie laïque une fois de plus. Jingi et Kurama utilisent la même technique de recherche d'équilibre pour créer l'harmonie, mais ils les tuent. Il ne reste donc aucune trace des Matamei. Quand Yuko demande pourquoi il les a tués, Ibuki répond que c'est parce qu'il tue des humains.
Et comme il y a beaucoup de touristes sur la première île, il est important de les neutraliser au plus vite pour assurer leur sécurité. Lorsque Yukito affirme que Kuruma parvient à pacifier les Matami et à sauver le peuple également, Ibuki rit amèrement et répond que Koma ne se soucie que de l'harmonie de l'énergie laïque et non du peuple. Il ne se soucie de rien, sauf de suivre les enseignements de son maître décédé. Ibuki explique qu'il ne s'est jamais soucié de purifier les Aramatami en premier lieu, car même après avoir changé de forme, ces créatures peuvent nuire aux humains. Il tuera donc chacune d'entre elles. Yuko se lève avec colère et déclare qu'il ne permettra pas à Yuki de faire ça, et Ibuki répond qu'il ne se soucie pas de son éthique et de ses valeurs inutiles. Soudain, une fille aux cheveux violets nommée Ibara entre dans le bar et dit à Ibuki que leur patron, Makita, a trouvé la cible. Lorsque Dukito demande si un nouvel Aromatami est apparu, Abuki répond que c'est le corps principal de celui qu'ils ont tué auparavant. Il explique que généralement un Aromatami a un noyau qui ressemble à un globe oculaire, mais celui qu'ils ont tué avant n'avait pas de pupille ni d'iris. Donc, en gros, c'était une petite partie qui provenait d'un plus gros Aromatami et le corps principal est ailleurs. Jingi propose d'accompagner Ibuki, mais il lui demande de prendre Yuko et de rentrer chez lui. Et avant de partir, il dit à Yukito que s'il souhaite savoir autre chose, le bar est toujours ouvert pour lui. En rentrant chez elle, Jingi dit à Yukito que Yuki fait partie d'une société de sécurité appelée Ayaka Security, fondée par Ibuki. Officiellement, il s'agit d'une entreprise de sécurité, mais en réalité, ce sont des exterminateurs d'Aramatami. Yuko est déconcerté d'entendre que Jingi estime que Yuki fait un excellent travail parce que l'île compte tellement d'étrangers et que cela a perturbé l'énergie laïque de la première île. Il dit à Yuko qu'une barrière a été érigée autour de la zone touristique plusieurs fois par an, mais que certains s'y faufilent et que remercier Ibuki et son équipe pour leur travail acharné ne ferait de mal à personne. Lorsque Jingi remarque que Yuko est perdu dans ses pensées, il lui dit que Matami et Araatami ne peuvent pas être mesurés selon des normes humaines. Lorsque Yuko demande ce que Kuruma pense des méthodes d'Ibuki, Jingi répond qu'il ne les aime pas et avertit Yuko de ne jamais mentionner Kurama et Ibuki l'un devant l'autre, car ils ne s'entendent pas tous les deux. Soudain, Jingu se rend compte qu'il a oublié de récupérer son argent auprès d'Ibuki et s'enfuit, laissant Yuko se demander comment diable il a pu se retrouver avec quelqu'un d'aussi irresponsable que Jingi. Alors qu'il marche vers les lignes marines, Yuko entend à nouveau du vacarme et il court rapidement vers la zone et dépasse les gardes, disant qu'il est aussi un maître laïque et qu'il peut les aider avec l'Aramatami. Bientôt, il se retrouve face à face avec un énorme monstre avec un œil, et comme je l'ai dit, ce monstre est le corps principal. Yukito rassemble ses forces et chante le sort, et soudain une vague d'eau attaque le monstre. Des cris et des hurlements à glacer le sang sortent de sa bouche, mais le monstre se prépare à attaquer à nouveau Yukito. Cependant, bientôt, un groupe de tireurs d'élite et de snipers commence à attaquer le monstre, et Jingi fait rapidement descendre Yukito contre le mur, lui demandant pourquoi il essayait d'agir comme un Batman seul. Le garde leur dit de reculer, en disant qu'ils géreront cela à leur manière. Bientôt, le garde dit à Ibuki qu'ils n'ont plus de balles, et Jingi demande à Ibuki s'il utilisera à nouveau la magie noire. Ibuki dit à Yuko que c'est ainsi qu'il traite ses monstres, et bientôt il active sa puissante énergie, et soudain son bras devient monstrueusement gros et volumineux. Genkei dit à Yuko qu'Abuki utilise sa magie noire pour absorber l'énergie du monstre, et que cela est contraire aux lois de la maîtrise laïque. Bientôt, le monstre saute devant le Buki, mais il lui écrase le visage et lui arrache le noyau de son corps. Puis, il écrase le noyau pour boire son jus, et Yuko a presque un haut le cœur à la vue de ce spectacle. Le lendemain, Jingi emmène Yuko sur la 3e île, et Yuko se rend compte que la 3e est encore moins développée que la 2e île. Lorsque Yuko demande si Jangi visite souvent cette île, Jingi nie en disant qu'il l'a amené ici parce qu'il voulait voir Karuma. Cette île n'a que des forêts et des sanctuaires. Alors, Jingi apparaît ici uniquement pour les festivals. Lorsque Jingi dit que seul Karuma et ses étudiants idiots utilisent régulièrement cette île, Yuko demande avec hésitation s'il peut devenir ami avec eux. En entendant cela, Jingi sourit et lui assure qu'il peut être ami avec eux si tout se passe bien. Soudain, ils entendent les 2 étudiants idiots les appeler pour entrer dans le sanctuaire. Ils les accueillent sur la 3e île et les informent que leur maître leur a demandé de rencontrer Yuko et Jingi.
En gravissant la montagne, Fukwake demande à Yuko s'il s'est habitué à la vie sur l'île d'Ayaka. Et Yuko répond qu'il est toujours déconcerté par beaucoup de choses comme Matama et Marine Liner. Mais tout le monde sur cette île est gentil avec lui. Tous ceux qu'il rencontre lui sourient. Et même s'il connaît à peine l'endroit, tout le monde lui est très accueillant. Bientôt, ils atteignent le sanctuaire et Yuko peut sentir que cette île est très différente de la première et de la deuxième. Les amis expliquent que le sanctuaire Kin est dédié aux dieux dragons opposés de l'eau et du feu. Lorsque Yuko s'enquiert des dragons, ils lui disent que depuis les temps anciens, les deux dragons vivent sur la 4e île. Mais des catastrophes se produisaient à chaque fois qu'un de ces groupes se déchaînait. Le sanctuaire a donc été construit pour les apaiser. Fukwake lui dit que l'histoire du dragon est vraie, parce qu'un dragon s'est déchaîné quand ils étaient enfants, et cela a provoqué l'éruption du volcan, détruisant complètement la première île. Il pointe également vers une île stérile et raconte que le dragon de feu s'est déchaîné sur la 4e île dans un lac de cratère qui aurait été abandonné après que le dragon d'eau l'ait pacifié. En entendant le mot dragon, Yukito commence à avoir des flashbacks du passé. Mais soudain, il revient au présent lorsqu'il réalise que le trio l'a laissé seul. Bientôt, Jingi commence à se comporter à nouveau comme un gosse, disant qu'il est mort de fatigue et qu'il a besoin d'un verre pour soigner sa gueule de bois. Les garçons les traitent de vieux cons, mais Jingi attrape les deux amis et leur demande de l'accompagner pour boire un verre et regarder Peach Flowers ensemble. Mais dès qu'ils commencent à marcher, ils glissent et tombent dans la boue. Pendant ce temps, Karuma s'approche de Yuko et l'accueille au sanctuaire de Cassine et l'emmène voir les archives du sanctuaire. Il offre des bonbons à l'orange à Yuko et part à la recherche de mangjou sucrés. Karuma demande alors pourquoi Yuko voulait le rencontrer et Yuko répond que l'autre jour, il a rencontré Ibuki et il l'a vu exercer un aromati, mais il a utilisé des balles au lieu d'un sort magique. Après avoir écouté Yuko, Kuruma commente que cela a dû être une expérience horrible pour lui. Lorsque Yukito demande pourquoi Abuki et ses méthodes sont différentes, Karuma continue de l'interroger sur ses connaissances en énergie laïque. Après avoir entendu ses réponses, Kuruma déclare qu'il prendra la place de Jingi et aidera Yukito à en apprendre davantage. Karuma emmène ensuite Yuko sur le balcon et lui montre les 3 autres îles. Il demande à Yuko de se concentrer et de ressentir le grand courant d'énergie laïque qui coule sous les îles Ayaka. Bientôt, Yuko commence à ressentir une étrange poussée d'énergie provenant des sanctuaires historiques, des forêts et des rochers. Il demande ensuite à Yuko d'essayer de diriger ses pensées plus profondément pour voir le courant dominant d'où les maîtres laïques empruntent le pouvoir et l'utilisent pour tisser des sorts. Bientôt, Yuko est en effervescence et dit à Karuma qu'il a vu un énorme courant scintiller au plus profond de la terre. Il regarde un matama et explique que ces créatures sont des bulles produites par cette énergie laïque et peuvent se transformer en aromatis si elles sont corrompues. En tant que maîtres laïques, leur mission est donc de les purifier et de les ramener à leur courant originel. Quand Yukito me dit qu'Ibuki a mangé un matama, Karuma répond que consommer un aromatami signifie se corrompre soi-même. Alors Ibuki devient petit à petit un aromatami lui-même. Plus tard, Karuma demande à Jingi comment va Ibuki, et Jingi répond qu'il n'a pas l'air en forme. Son corps montre clairement les effets néfastes de l'alimentation. Lorsque Karuma traite Ibuki d'idiot qui se sacrifie, Jingi répond que c'est parce qu'il ne souhaite plus voir personne mourir. Karuma demande alors à Jingi d'enseigner correctement à Yuko pour qu'elle n'ait pas à venir le voir à propos de l'énergie laïque à Abuki. Lorsque Jingi répond qu'il ne semble pas être fait pour être professeur, Kuruma n'est pas d'accord en disant que Yukido admire silencieusement Jingi et que quelque part au plus profond de ses souvenirs, il cherche Jingi qu'il a sauvé dans le passé. Pendant ce temps, les 2 étudiants de Kuruma l'emmènent dans un jardin de cerisiers en fleurs et déclarent qu'ils souhaitent être amis avec lui. Au début, Yuko est ravie d'entendre cela, mais soudain, ses horribles flashbacks envahissent son esprit et son sourire se transforme en un triste soupir. Lorsque les garçons lui demandent s'ils souhaitent rejoindre leur maître et s'entraîner sous sa direction, Yuko répond qu'il s'entraîne déjà sous la direction de Jingi. Les garçons soufflent en réponse en disant que Jingi est un professeur inutile et que Yuko ne devrait pas gaspiller son potentiel de formation sous sa direction. Ils emmènent Yuko sur leur terrain d'entraînement et leur disent qu'ils souhaitent tester ses capacités.
Bientôt, le nerd Fukuawake place une graine sur le sol et chante son sort. Et bientôt, la graine germe en une petite plante. Bientôt, l'autre nerd plante également son arbre avec l'aide de la magie, mais le sien est à peine plus grand que Fukuawake. Bientôt, ils commencent tous les deux à se battre pour savoir qui a le plus d'énergie et qui a le mieux performé, laissant Yuko agir comme intermédiaire. Avec beaucoup de difficultés, Yuko parvient à empêcher les deux idiots de s'arnaquer. Pour les distraire, Yuko demande aux deux de lui expliquer le sort afin qu'ils puissent mieux apprendre les choses. Alors ils affichent tous les deux une expression faciale fière et lui disent de concentrer son énergie mensongère, et pour un meilleur entraînement, Yuko devrait rejoindre leur maître. Ils guident Yuko pour calmer son esprit, libérer son corps et diriger la puissance dans la graine pour la faire germer. Yuko peut à peine comprendre les instructions, mais comme Karuma lui avait déjà expliqué le flux d'énergie laïque, il continue à le tester sur la graine. Les deux idiots pensent qu'une amatrice comme Yuko sera à peine capable de faire germer la graine. Mais à leur grande surprise, dès que Yukido concentre son énergie, la graine se transforme en plante et commence soudainement à pousser jusqu'à devenir un immense arbre de paix. Les branches s'étendent dans toutes les directions avec des pêches mûres partout et les racines commencent à creuser plus profondément dans le sol. Les deux enfants lui crient de contrôler son pouvoir, sinon il finira par ruiner leur terrain d'entraînement. Mais Yukio n'a aucun contrôle sur son énorme flux d'énergie. D'un autre côté, Jingi regarde les enfants jouer, saute de la branche de l'arbre et leur demande de demander de l'aide aux aînés chaque fois que nécessaire. Inji se tient derrière Yuko et lui explique que pour contrôler l'énergie de Lele, il doit se concentrer sur le mal. Il lui demande de ne pas utiliser son pouvoir s'il n'a aucun contrôle dessus. Il demande à Yuko de chanter les sorts avec lui, et bientôt l'arbre cesse de grandir et revient à sa forme originale. Yukito remercie Jingi de l'avoir encouragé et de l'avoir aidé avec les sorts. Yuko s'excuse alors auprès des deux amis de l'avoir effrayé avec ses pouvoirs. Après s'être remis sur pied, les deux explosent en louange pour l'incroyable démonstration de Lee par Yuko et lui disent qu'il est incroyablement puissant. Lorsque Yukito demande nerveusement s'ils n'ont pas peur de lui, ils répondent que non et qu'ils veulent qu'il étudie avec eux. Yuko est contente que les garçons n'aient pas peur de lui, mais il décline poliment leur offre d'étudier ensemble car il veut que Jingi soit son professeur. Yuko fait de son mieux pour apprendre les sorts par cœur, mais parfois il finit par les oublier. Jingi continue de l'aider et il s'entraîne pour aider Yukio à contrôler cette explosion d'énergie insensée. Il aide Yukito à apprendre à contrôler l'énergie pour qu'elle ne circule pas librement et demande à Yuko de retourner la position de son sort, puis il saute dessus. Cela aidera Yuko à équilibrer les sorts lourds et à utiliser au mieux sa puissance. Cependant, soudain, un tremblement de terre frappe l'île, distrayant Yuko, et bientôt Jingu se retrouve allongé sur le sol. Jingi lui dit que s'il est distrait par un petit tremblement de terre, cela signifie qu'il a encore besoin de beaucoup d'entraînement. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, un autre tremblement de terre frappe à nouveau l'île d'Ayaka. Momoko lui explique qu'Ayaka est une île volcanique, elle est donc constamment frappée par des tremblements de terre. Lorsque Yuko demande nerveusement s'ils n'ont pas peur d'eux, elle répond qu'Ayaka est leur maison et qu'ils ont suffisamment de trousses de premiers secours et de casques pour évacuer, donc Yuko n'a pas à s'inquiéter de cela. Bientôt, Jingi se précipite à l'intérieur et demande à Mamoko s'il y a eu un autre tremblement de terre à l'instant. Et quand Mamoko accepte, il lui demande de lui donner de l'argent pour ses boissons. Lorsque Yuko demande pourquoi diable a-t-il besoin d'argent lorsqu'un tremblement de terre frappe, Jingi répond qu'aujourd'hui ils visitent la tombe de leur maître. Ils marchent tous les deux jusqu'à la tombe de Makoto et Jingi chasse les Matameis et demande à Yuko de l'aider à nettoyer la tombe. Il verse de l'eau sur la pierre tombale, plante quelques jeunes arbres et brûle des bâtons d'encens. Mikito demande pourquoi ils visitent la tombe après le tremblement de terre et il apprend d'un groupe de personnes âgées que le dragon doit être en colère la nuit dernière. Ils doivent donc prier Makoto pour protéger l'île. Bientôt, Jinji demande à Yukito de s'asseoir à côté de lui et lui offre un verre, mais il refuse car il n'a pas encore dépassé l'âge légal pour boire. Le vieil homme répond que cela fait plus de 10 ans et qu'il n'aurait pas survécu à l'éruption majeure si Makoto ne les avait pas sauvés. Lorsque Yukito demande avec curiosité ce que son père a fait il y a 10 ans, la vieille femme réprimande Jingi pour ne pas avoir parlé de son père à Yukio. Alors,
Jingi avale sa boisson et demande à Yuko si elle a entendu parler des 2 dragons de la région d'Ayaka. Yukio répond qu'il a entendu parler des dragons de feu et d'eau. Alors, Jingi lui explique que les tremblements de terre ici sont causés par le dragon de feu, qui est un courant énergétique laïque majeur imprégné d'énergie de feu. De plus, les volcans sous l'île sont plus actifs maintenant parce qu'ils sont devenus trop forts, car il y a 15 ans, le lac de la 4e île s'est complètement asséché. De plus, le dragon d'eau a également disparu, ce qui a provoqué une rupture de l'équilibre entre le feu et l'eau. Donc, à moins que les choses ne reviennent à la normale, il est possible que la 4e île entre à nouveau en éruption. C'est Maître Makoto qui a exécuté le rituel de pacification du dragon et supprimé le pouvoir du dragon de feu, qui était la force déchaînée de la nature, et cela tout seul. L'île est paisible depuis plus d'1 décennie grâce au rituel de Makoto. La vieille femme dit à Yuko que l'île doit beaucoup à son père décédé et qu'il est comme un dieu vivant pour eux. En entendant cela, Yuko rend hommage à son père en disant qu'il ne le connaît pas vraiment, mais qu'il est sûr qu'il était une personne formidable. Après un certain temps, Yuko et Ginny remarquent les cheveux violets de la sécurité d'Ayaka, mais elle part sans les saluer en retour. Alors, Jingi emmène Yuko vers une autre tombe et lui dit qu'aujourd'hui est aussi l'anniversaire de la mort des parents d'Ibero. Et soudain, Yuko remarque un trousseau de clés avec un joli porte-clés sur le sol à côté de la tombe. Dans l'après-midi, ils visitent tous les 2 la première île car Yuko veut rendre le porte-clés à Ibara. Bientôt, ils rencontrent à nouveau les étudiants de Karuma, Yako et Shero, et Jingi gâche à nouveau leur nom. Ikito demande pourquoi ils sont sur la première île, et ils répondent tous les 2 que le tremblement de terre de ce matin a perturbé l'énergie terrestre des îles. Alors leur maître Karuma leur a demandé de vérifier les villes. Yako et Shakaro leur disent qu'ils n'ont rencontré aucun problème, mais qu'ils patrouilleront toute la zone parce que leur maître le leur a demandé. Lorsque le duo apprend que Jingi et Yuko sont en route pour Iber, ils deviennent soudainement nerveux et leur disent au revoir, en disant qu'ils se reverront une fois la patrouille terminée. Lorsque Yukito leur demande s'ils ne veulent pas rendre visite à Ibar avec eux, ils lui répondent avec hésitation qu'ils ne peuvent pas parce que les choses entre la sécurité d'Ayaka et leur maître ne vont pas bien. Bientôt, ils atteignent la maison d'Ibuki et le saluent, disant qu'ils sont venus pour livrer un objet perdu. Ibuki leur dit de le signaler à son assistant Makita, et avant de partir, il demande à Yuko de prendre soin d'elle car les choses pourraient devenir difficiles aujourd'hui. Après un certain temps, ils racontent à Makita qu'ils ont contrarié Ibara parce qu'ils faisaient la fête près de la tombe. Alors Makita le rassure en lui disant que sur l'île d'Ayaka, ils ont envoyé leurs morts avec le sourire, mais cela dépend de la façon dont ils sont morts, et c'est toujours difficile pour Abara. Lorsque Yukito demande ce qui est arrivé à ses parents, Makita répond qu'il y a quelques années, un incendie à Matama est devenu suffisamment important pour brûler une maison. Ibuki s'en est occupé, mais il n'a pas pu sauver tout le monde. Midama lui dit que la vie des gens et les actions de Matama sont déterminées par le flux d'énergie. Il est donc important d'accepter tout ce qui nous fait sourire, mais beaucoup de gens ne sont pas disposés à accepter la nature de l'île d'Ayaka. Alors, ils expriment leur frustration en tuant Lara Matami. Sentant que l'atmosphère devient sombre avec leur conversation, Jingi essaie d'alléger l'ambiance pour Yuko. Bientôt, Makita se rend compte qu'il a vraiment accablé Yuko avec ses pensées et il s'excuse auprès de lui. Lorsque Yukito donne le porte-clés à Makita, il lui demande de le remettre lui-même à Iber. Bientôt, Ira arrive au magasin et Yuko lui donne les clés. Makita lui demande de remercier Yuko et elle le remercie avec hésitation, disant qu'elle aurait eu des ennuis sans ses clés. Yukito lui dit qu'il s'est également excusé auprès de ses parents pour avoir fait la fête le jour de leur anniversaire de mort. Soudain, le sol se met à trembler à nouveau et Jinji annonce que cette fois c'est un A et Matami avec beaucoup d'énergie de feu et Ibara s'épuise bientôt. Makito leur dit avec inquiétude qu'Iber agit de manière imprudente chaque fois qu'un Matami de feu apparaît. En entendant cela, Jingi et Yuko courent pour surveiller Adabara. Alors que le feu se propage rapidement, consumant tout sur son passage, Jinji libère rapidement un torrent de magie de l'eau, éteignant les flammes et sauvant une fille prise dans le chaos. Sa concentration s'aiguise alors qu'il fait un geste vers Yuko, l'exhortant silencieusement à rechercher Ibara au milieu de la fumée et de la destruction. La police commence rapidement à prendre le contrôle de la scène chaotique,
repoussant la foule et sécurisant la zone. Pendant ce temps, Abara court à toute vitesse, scandant ses sorts avec détermination, tandis que Yuko la suit de près. Sa concentration est d'une précision extrême lorsqu'elle repère un Aromatami attaquant 2 enfants terrifiés. Sans hésitation, elle saute devant la créature, protégeant les enfants du danger. Elle leur fait signe de s'enfuir aussi vite qu'ils le peuvent. Sans perdre de temps, une Bara charge la Rama, ses sorts prêts. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, le Matami riposte avec une explosion de feu qui la frappe, la forçant à trébucher en arrière. La douleur la brûle, mais elle refuse d'abandonner. En lançant un autre sort, elle parvient à esquiver l'attaque suivante. À ce moment-là, les souvenirs des derniers instants de ses parents lui reviennent à l'esprit. Elle voit le feu Matami qui leur a coûté la vie, et une rage écrasante monte en elle. Alimentée par la colère et le chagrin, elle se jette sur le Matami avec tout ce qu'elle a, déclenchant une attaque féroce. L'Aramatami riposte avec une énorme boule de feu dirigée directement sur elle. Alors que cela semble inévitable, Yuko intervient, créant un bouclier protecteur autour d'elle. Yuko demande immédiatement à Ibara si elle allait bien, mais soudain, Matami commence à attaquer la barrière d'eau de Yukio. Il profite de cette occasion pour briser les jets d'eau afin d'éteindre le feu des aromatis. Mais après un certain temps, le monstre laid utilise plus de feu pour prendre le contrôle des faibles sorts d'eau de Yuko. Bientôt, Yako et Shataro courent vers eux, leur demandant s'ils vont bien. Bientôt, un incendie se déclare, Matamei devient berserk et commence à faire tourbillonner un anneau de feu autour de la barrière de Yuko. Yuko supplie les autres de s'enfuir, mais Ibara ne court nulle part car elle sait que si elle s'échappe, les Matami viendront après eux et les habitants de la ville seront pris entre 2 feux. Ibara saute dans les airs de toutes ses forces, frappant son poing de fer sur le visage de l'Aramatami. La force de son attaque résonne sur le champ de bataille, étourdissant momentanément le démon. Elle évalue rapidement le chaos qui l'entoure et appelle les autres, les exhortant à la soutenir et à rester à l'écart des flammes qui se propagent. Elle sait qu'elle peut se permettre d'être prise au dépourvu. Yukito s'avance, canalisant son charme pour donner à Iber la force dont elle a besoin. Une vague d'énergie le traverse, et bientôt une puissante vague d'eau s'écrase sur le Matami, tentant de l'affaiblir. Mais le démon repousse l'attaque et se relève en rugissant d'une fureur renouvelée. Réalisant qu'ils ont besoin de plus de puissance, Yuko se tourne vers Yako et Shitaharo, les exhortant à combiner leurs forces avec la sienne. Cependant, les deux insistent pour se battre aux côtés de Yuko et Ibara, déterminés à affronter directement le démon. Leur entêtement frustre Yukigo, mais il n'y a pas de temps pour discuter alors que la bataille fait rage. Soudain, des flammes jaillissent vers eux, féroces et implacables. Yako et Shitaharo réagissent rapidement, utilisant leur éventail et leur bâton pour dévier l'attaque enflammée. Ils renvoient les flammes vers le Matami, bloquant momentanément son avancée. Saisissant l'opportunité, Yuko invoque une autre vague d'eau, trempant à nouveau le démon et gardant le feu à distance. Ibara n'hésite pas. Elle charge en avant et porte un autre coup écrasant à la tête du Matami. Ses poings de fer frappent avec une puissance implacable. Pendant un instant, il semble qu'ils aient gagné, mais les Matami rugissent une fois de plus et commencent à battre en retraite, essayant d'échapper à leur assaut incessant. Le groupe refuse de le laisser fuir, alors ils poursuivent le Matami. Leur détermination est inébranlable, ils coordonnent leurs attaques, combinant leurs capacités uniques en une poussée d'énergie collective. Leur puissance combinée submerge le Matami, pacifiant enfin le démon enragé. Alors que les flammes s'éteignent et que le champ de bataille devient silencieux, le groupe se tient uni, victorieux. Leur travail d'équipe et leur détermination inébranlable les ont portés jusqu'au bout, prouvant que leur force réside dans l'unité. Juste au moment où ils pensent que le danger est passé, 3 Matami s'attaquent à la ville en même temps. Iber leur a demandé de s'enfuir, mais Yuka utilise son sort d'eau pour attaquer le Matami, mais il finit par se fatiguer. Messi n'est pas du tout affecté. Iber leur a donc demandé de s'échapper après avoir distrait les Matami, car ils n'avaient aucun moyen de gérer seuls 3 puissants Mimi. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, le Matami bloque leur sortie et les piège dans sa portée de barrière de feu. Cependant, Kurama vient à leur secours et pacifie le Matami, tandis qu'Ibuki utilise son arme pour en tuer un autre.
Soudain, un troisième Matami tente de les attaquer, mais avant que Kurama ne puisse le calmer, Yuki lui tire dessus avec son arme. Kurama lance un regard dangereux à Ibuki, et Yukito peut déjà sentir la tension entre eux. Puis Mitami se transforme en quelque chose de dangereux, et Ibuki se prépare à utiliser sa magie noire, mais Kurama l'arrête en disant que c'est illégal. Ibuki lui demande de se barrer et de ne pas interférer dans son travail, et lui dit que comme ils étaient trop faibles, ils n'ont pas pu sauver leur maître. Kurama utilise son sort pour briser le Matami, mais Ibuki lui tire dessus et court vers lui pour le consommer. Mais Kurama utilise sa magie pour l'arrêter, disant qu'il perdra sa capacité à redevenir humain. Mais Ibuki n'est pas prêt à l'écouter. Bientôt, ils se battent tous les deux pour se protéger l'un l'autre. Et Yuko se rend compte que s'ils continuent à se battre comme ça, les Matami se réveilleront à nouveau. Mais soudain, Jinji arrive comme un héros et apaise l'œil de Matami et demande aux deux autres de plonger leur tête dans l'eau pour réfléchir à leurs actions. En entendant cela, ils se lâchent et s'excusent auprès de leurs élèves pour avoir agi comme des enfants. Avant de partir, Kurama prévient Ibuki que leur maître décédé ne voudrait jamais qu'il s'engage dans la magie noire. En entendant cela, Ibuki répond qu'il ne se soucie pas de ce que pense un homme mort, il utilisera donc ce pouvoir pour effacer ses regrets passés. Le soir, ils se rassemblent tous à la gare du Marine Liner pour rentrer chez eux. Mais Kurama n'est pas encore revenu. Jani, qui est ivre, plaisante en disant que peut-être Kurama célèbre la pacification de Matami avec le maire. Yako et Chitahara répondent qu'ils retournent au sanctuaire parce que leur maître Kurama le leur a demandé, et Yuko demande également à Jingi de rentrer chez elle. Il remercie Tibara de les avoir accompagnés, et Jingi remarque avec désinvolture qu'ils devraient le remercier d'avoir sauvé leur peau du feu Matami aujourd'hui, car sans lui, ils auraient pissé dans leurs pantalons. Yuko répond qu'il n'est jamais là quand ils ont besoin de lui, mais qu'il se présente à la fin pour voler la vedette. Puis Yuko remercie Ibara et lui dit qu'elle a été très forte aujourd'hui, surtout lorsqu'elle ne s'est pas enfuie et n'a pas affronté le Matami de front. Il dit à Ibara qu'il a hâte de travailler à nouveau avec elle s'ils en ont l'occasion. Mais timidement, il lui donne son identifiant de réseau social et Jingi pousse immédiatement Yukito à agir cool et à lui donner également ses coordonnées. Mais Yuko continue de tâtonner comme un adolescent perdu dans son élan. Lorsque Yako et Chitaharo demandent s'ils échangeront tous les deux uniquement ses contacts, Ira leur donne également sa carte d'identité, mais ils sont déconcertés. Ils échangent bientôt leurs coordonnées et promettent d'être amis ensemble. Mako dit à Yuko que dans le passé, lorsque le père de Yukito était en vie, le jeune Yukito Jingi, Mamoko, Kurama et Ibuki vivaient ensemble dans la même maison. Makabo et ses élèves Kurama et Ibuki avaient l'habitude d'aller à la chasse aux Aramatami et de rentrer chez eux blessés. Alors que Yuko et Jingi restaient à la maison avec Mamoko, c'était l'époque où Ibuki et Kurama étaient comme des frères jurés, toujours attachés par les hanches. Jingi, comme d'habitude, était un fainéant et se faisait botter le cul pour ne pas s'être entraîné avec les deux autres par maître Makoto. Un jour, Ibuki a demandé si lui et Kurama pouvaient aller ensemble pour le rituel de pacification du dragon, et il a promis de soutenir Kurama, mais Makoto a refusé, disant que Kurama n'était toujours pas prêt pour cette grande mission. Makoto leur dit qu'ils doivent encore s'entraîner et perfectionner leurs compétences afin de pouvoir présider le rituel dans quelques années avec l'aide de Jingi. Jingi, le fainéant, explique pourquoi il doit faire le rituel chaque année pour apaiser le dragon afin qu'il n'entre pas en éruption. Makoto lui dit que le dragon de feu manque au dragon d'eau après sa disparition et cela le fait réagir. Alors tout ce qu'ils peuvent faire pour le calmer est de le sceller à l'intérieur du volcan. Il leur a demandé de le surveiller de près cette année, afin qu'ils puissent suivre le même processus l'année prochaine.